Bienvenue dans le monde d'après, une édition spéciale consacrée à la communication de crise. On va s'intéresser maintenant à la crise, la communication de crise au sein d'une entreprise, véritablement l'aspect humain, parce qu'on est amené à gérer des ressources humaines. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Galère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et clinicienne, spécialiste en gestion de crise au sein des entreprises. Alors, on va juste commencer avec une définition, une crise. Est-ce qu'on peut définir une crise pour commencer ? La crise, elle est quand même multisémantique. Je pense qu'elle peut avoir aussi une connotation positive ou négative. Karl Marx, il dit la lutte des classes. Freud, il dit la crise intrapsychique. Ça reste quand même le même mot pour définir, je trouve, des choses très différentes. Donc moi, je ne sais pas si on peut vraiment définir une crise. Par contre, un point commun par rapport à finalement toute cette définition-là, moi, je dirais que c'est plutôt quand même, le point commun, c'est la tension à maintenir pour aller vers quelque chose d'autre. Et que ça, que ce soit, je pense, sociologique ou psychologique, là, ça reste quelque chose pour moi que je vois beaucoup dans la gestion de crise, c'est qu'on va quand même aller vers un autrement, alors j'espère un mieux, mais en tout cas autre chose. Ça, c'est pour moi la définition de la crise. Dans la mesure où la crise peut être une transition et on peut profiter d'une crise pour évoluer évidemment positivement. Ah oui, ça évidemment, c'est le but. C'est le but. C'est le but. Ouais. Quand on est chef d'entreprise, responsable d'une équipe, on se sent parfois démuni. J'ai même envie de dire souvent démuni. Ça, c'est par rapport à notre expérience au sein de son équipe, par rapport à la crise et cette crise qui va impacter l'équipe. Alors, ce qu'on ressent comme une crise, c'est une question un peu idiote, mais j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est obligatoirement une crise ? Est-ce que notre regard, est-ce que c'est pas notre regard et nos propres perceptions qui vont définir une situation comme une crise, alors que finalement, ce n'est peut-être pas une ? Dans la crise, il y a quand même quelque chose de très subjectif. C'est évidemment l'interprétation qu'on va avoir des événements. Et ça dépend de nos croyances, de notre histoire, de nos pensées. Et effectivement, ce qui fait crise chez moi ne le fera pas forcément chez vous, ni chez mes collègues, ni chez mon manager. Alors oui, effectivement, une dimension très, je pense, subjective. Néanmoins, s'il y a souffrance, moi, je vous ramener plutôt cette logique plus psy, mais c'est que s'il y a souffrance, alors c'est sûrement qu'il y a crise. S'il y a une discordance entre ce que je vis, ce que je ressens, ce qu'on est censé ressentir, si je suis pas bien dans ce que je vis et en même temps tout le monde est heureux à côté de moi, ce n'est pas parce que les autres, eux, vivent les choses positivement que moi je ne peux pas me sentir en crise. Et moi je dirais plutôt que la crise en soi, c'est difficile à évaluer. Par contre, si on se sent en crise, ça je pense qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître et même si les autres ne le vivent pas comme ça. Donc c'est amusant ce que vous dites, parce que ce que j'avais préparé, c'est imaginer, c'est dire justement, dans une crise, il faut factualiser, contextualiser, rationaliser. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est oui, mais il faut d'abord s'écouter en fait. Il faut s'écouter et dire s'il y a une distorsion entre ce que je vis, ce que je ressens, là déjà il y a un souci, c'est ça ? En tout cas, ça peut faire crise. Ça peut faire la crise existentielle, la crise personnelle, même la crise d'équipe. Dans les crises d'équipe, il y a des gens qui vont vraiment être au centre d'une crise d'équipe avec beaucoup de souffrance, et j'espère beaucoup de remise en question ils sont vraiment centrés sur leur propre personne parce qu'ils vivent la crise. Mais les collègues, que ce soit un tout petit peu plus loin ou même un rien plus loin, eux ne vivent pas la crise. Ça ne veut pas dire que celui qui vit sa crise d'équipe est moins importante. Que la crise, le sentiment est moins important ou pas vrai. Oui. Ça, c'est une question aussi de posture, d'où je me trouve. On va prendre, imaginons un volcan, au milieu, c'est vraiment la lave, c'est la crise. Plus je suis proche de la crise, plus j'ai chaud, plus je me sens pas bien. Alors, c'est sûr que c'est celui qui est toujours sur le parking et qui n'a pas encore monté le volcan, lui, il trouve pas que c'est encore la crise, mais si vous voulez, la perception de l'un n'annule pas la perception de l'autre. Et en entreprise, on a parfois un peu des difficultés à voir les crises, ou même parfois voir les crises arriver, parce qu'on va alors par moments dire trop « mais c'est lui qui pose problème ». Alors qu'en fait, c'est le début des crises qui s'annoncent, et même si au final, on l'a vu dans la crise ici même de ce qu'on va vivre tous ensemble, il y a des gens qui ont été, oui, par rapport au corona, il y a des gens qui sont extrêmement impactés, c'est vraiment une crise très douloureuse pour eux, et il faut reconnaître qu'il y a des gens, ça n'a rien changé dans leur vie, et ça ne changera rien. Mais ce n'est pas pour ça que l'un a raison et l'autre a tort. Alors, j'adresse cette question évidemment pas à la responsable com, c'est pas votre fonction, vous êtes psychologue, mais par rapport à ces équipes, existe-t-il de bonnes ou de mauvaises façons de communiquer dans une situation de crise, dans une communication de crise ? Alors oui, je ne suis pas spécialiste de communication de crise. Maintenant, moi je dirais que dans une entreprise, déjà, il faut accueillir l'idée que, comme on a tous le droit de se tromper, on a tous le droit d'être surpris. Et que le paradoxe de la crise, c'est la surprise, c'est l'imprévu, c'est la stupeur. Sinon, c'est pas une crise. Donc, moi, j'aurais envie de dire quand même, finalement,
La première chose au niveau des managers ou des équipes qui s'occupent des crises dans la communication, c'est d'abord de pouvoir reconnaître qu'il y a crise, de reconnaître qu'ils n'ont pas pu la prévoir. Ne pas la repousser, c'est ça, ne pas la nier en fait. Ou en tout cas avoir un mécanisme de défense trop important en disant mais s'il y a crise, c'est que je ne l'ai pas anticipé. Donc je suis défaillant dans mon job de manager puisque je n'ai pas vu la crise arriver. Alors qu'en fait, le paradoxe d'une crise, c'est l'imprévu, c'est le côté spontané. Donc déjà reconnaître la crise, mais surtout aussi dans les messages, après nous on l'a reconnu, c'est aussi d'amener l'idée d'une communication qui sera la plus claire possible, pas trop floue, parce que le flou ça amène l'incertitude, la suspicion, ils mentent, qu'est-ce qui se passe? Et donc là forcément les gens ne vont pas pouvoir se rallier derrière le message commun des managers, et qu'effectivement s'il y a de l'anxiété, il peut y avoir alors, dans la crise, des crises qui vont continuer à émerger dans l'entreprise. On ne vit pas tous une crise de la même façon. Il y a la peur de perdre son job, une crainte de voir son entreprise disparaître. Quand on est chef d'entreprise, on navigue dans les bons moments comme dans les moins bons moments. Il y a la crainte du burn-out. Je ne sais pas, est-ce que ce sont des craintes qui sont réalistes, qui sont cohérentes, qui sont fondées en fait, qui sont légitimes? Sophie Galère. Moi je pense de toute manière, les peurs de tout le monde, elles sont légitimes. On n'a pas à justifier si on a peur, si on est content, si on n'est pas content, ça reste quand même, on a quand même le droit encore de penser, de ressentir ce qu'on veut. Maintenant, effectivement, les gens peuvent avoir des craintes, mais ça reste quelque chose de personnel qui sera lié à l'interprétation qu'on fait des choses, à son histoire, à ses croyances, erronées, pas erronées, à ses désirs, à où on est dans la vie. Et ce qui fera crise chez l'un, je l'ai dit tout à l'heure, ne fera pas forcément crise chez l'autre. Alors, dans les entreprises, on peut avoir peur justement d'être en crise, alors que je trouve que justement la crise, comme une crise de couple, comme la crise d'adolescence, c'est quand même le même mot, c'est quand même pour passer à une étape supérieure. Et moi j'invite les personnes en tout cas que j'ai en consultation et qui vivent des crises de couple ou professionnelles ou existentielles, d'accepter d'abord qu'ils sont en crise. C'est accepter d'abord la crise pour identifier les ressources après. Qu'est-ce que je peux mettre en place en sachant que le travail de résolution de crise, il part de soi. C'est moi qui vais devoir réfléchir quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'ai envie, et pas demander à mes collègues ou à mon manager d'être celui qui va trouver ma solution, en fait. Là, je pense en plus que les managers ont tendance, quand il y a crise, à vouloir être dans la précipitation, alors que le sentiment de précipitation, il va avec la crise, alors qu'il faut justement ralentir pour pouvoir laisser les gens avoir leur bon sens revenir, leur créativité, leur audace remonter. L'envie, justement. Et l'envie de résoudre leurs problèmes avec leur grille de lecture. Moi, je trouve ça tout à fait inadéquat et horrible quand quelqu'un lui dit « tu devrais faire ça ». Non, je propose, est-ce que tu as pensé à ça? Mais finalement, de laisser les personnes partir d'eux-mêmes pour essayer de résoudre leurs problèmes. Une question encore, parce que j'imagine qu'il faut établir une relation de confiance avec les personnes qu'on accompagne au quotidien, parce qu'évidemment, un chef d'entreprise, celui qui entreprend, celui qui a l'envie et effectivement gérer une entreprise et gérer une équipe, qu'on soit dans une entreprise publique ou dans une entreprise publique, c'est gérer cette question qui a trait à l'entrepreneuriat, mais derrière le message, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est accepter, on a le droit d'échouer, on a le droit d'avoir peur d'échouer, peur du regard de l'autre, de sa réputation, de l'impact sur sa famille, mais c'est avoir confiance, se faire accompagner, avoir confiance pour redémarrer, pour retrouver cet élan vital et se dire, on peut trouver cette confiance pour continuer à entreprendre. Oui, mais je pense pas que c'est une réflexion qui doit se faire dans l'entreprise. C'est mon avis, mais je trouve que les entreprises, elles se sont devenues extrêmement affectives, elles se sont mises à s'occuper du psychisme des gens. Moi, je ne demande pas à mon manager si je dois mettre des semelles orthopédiques. Et donc, pourquoi est-ce que les managers se sont mis à s'occuper finalement des émotions, des ressentis, des croyances et du bonheur des gens? Alors là, oui, ça c'est le summum du bonheur des gens. C'est intéressant ce que vous dites. En fait, tous les responsables d'équipe qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes en train de leur dire, vous n'êtes pas responsable du bonheur des gens avec qui vous travaillez. Vous imaginez la prétention et surtout l'échec qui va arriver, parce que ces pauvres managers qui ont la responsabilité du bonheur des autres. Mon Dieu, mais même les psychologues, les psychothérapeutes, on voit les gens et moi je n'ai aucune prétention d'amener le bonheur à quelqu'un. Par contre, l'apaisement, par un travail de réflexion
plus holistique, mais qui lui appartient, avec son tempo, avec ses envies, avec ses hauts, ses bas, ses allers-retours dans sa réflexion. Et moi, je pense que les entreprises peuvent aider les gens à être bien au travail, ou quand quelqu'un a de la souffrance sur son travail ou a fait une crise professionnelle, on va dire ça comme ça, le manager, je pense, peut amener qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais l'idée, c'est pas comment on va t'aider, mais qui va t'aider. Où est-ce que tu peux trouver de l'aide? Et moi, je pense que pour pouvoir se faire aider en toute sécurité, dans une réflexion personnelle, c'est en dehors de son travail, où on a une relation, évidemment, avec des enjeux. Il y a le salaire, il y a la représentation sociale, la désirabilité sociale. Ça ne va pas du tout avec un travail de sécurité, où on peut se laisser aller à se dire, mais finalement, j'ai fait un burn-out, j'ai fait un épuisement. Burn-out, c'est quand même la maladie de la perte de sens. Mon travail n'a plus de sens. Mais est-ce que je discute de ça avec mon manager? Il faut que lui aussi ait confiance en vous. Et alors là, il y a la notion évidemment de pudeur et d'intimité. Je voudrais rappeler au manager que chaque chose doit rester à sa place. Voilà. Sophie Galère, merci beaucoup. C'était Le Monde d'après, une édition spéciale consacrée à la crise et à la communication de crise. Alors si vous souhaitez nous retrouver, n'hésitez pas. On est disponible sur omelia.com et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Notre community manager Jason David Becker sera votre community manager et répondra spécifiquement à l'ensemble de vos questions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.